Bonjour, mon nom est Robert Siby. Je suis très content d'être ici avec Madame Laurence Müller-Bronn, sénatrice du Bas-Rhin et conseillère d'Alsace, qui se positionne dans le spectre politique pour trouver la réalité, pour trouver les faits, sans trop suivre que la narration principale, mais plutôt sa propre force de perception de la réalité. Voilà, c'est un peu bizarre de formuler ça comme ça, mais je trouve que souvent, on sait ce qu'il faudrait dire, mais on ne sait pas très bien ce qui est vrai et ce qu'il faut. C'est un vrai travail de le savoir. Comment vous faites en tant que politicienne De savoir. de Comment ça? je fais pour savoir Pour ce que je savoir ce qui est vrai et et pour ce vous qui est faux? positionner, Ah voilà. pour avoir une perspective politique. Écoutez, quand on est sénateur, nous sommes destinataires de nombreuses publications, puisque nous représentons la nation. Donc, nous recevons des publications nationales et internationales sur tous les sujets. Dans le cadre de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, euh, en fait, très rapidement, des scientifiques, des médecins euh, nous ont envoyé leurs avis, leurs publications à eux, leurs réflexions, leurs interprétations, pour en fait nous ouvrir l'esprit et nourrir notre réflexion, comme c'est le cas pour tous les sujets. Si on parle agriculture, on va recevoir aussi beaucoup de mails, de dossiers, de publications, de magazines, des demandes de rendez-vous. Et donc pour la crise sanitaire, eh bien, ça a été la même chose. Lorsque le Covid est apparu en février-mars 2020, moi je n'étais pas sénateur, j'étais maire, et nous étions vraiment sur le terrain. Personne ne savait rien, on n'avait pas de, on découvrait au fur et à mesure chaque jour une nouvelle consigne de l'État. Dans les écoles, dans les maisons de retraite, nous avons appliqué à la lettre ces consignes. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu les confinements où là, on a été très excessif. Et au fur et à mesure que les semaines et les mois ont passé, euh, je me suis rendu compte que il y avait de la censure. Il y avait de la censure. Et ça a été vraiment pour moi un étonnement, parce que lorsqu'on est face à une affaire complexe, au contraire, l'intérêt de chacun, c'est d'entendre des experts. C'est pas celui qui s'autoproclame expert et qui est sur un plateau de télévision qui va maîtriser tous les sujets. Et donc, j'ai été interpellée en observant cette censure à plusieurs endroits de gens qui étaient très intéressants. Donc, je me suis au contraire intéressée à ceux qui étaient censurés. Et puis, je n'ai pas compris toutes ces interjections qui nous demandaient d'aller faire un tour à 1 kilomètre. On avait le droit de marcher 1 kilomètre autour de chez soi, même en campagne, dans les chemins ruraux. Eh bien, on verbalisait les gens s'ils faisaient un peu trop ou s'ils allaient trop loin. Enfin, des choses qui m'ont paru tellement stupide et inutile que au fur et à mesure, mon regard sur ce qui était en train de se passer a été pris de doute et de l'envie de comprendre. Et là où vraiment j'ai été interpellée et je dirais agacée et même très, je me suis emportée, c'est lorsqu'il a été question, donc à la mi-juillet 2021, d'inventer le pass sanitaire en France. Or, on avait eu des confinements les uns après les autres. Les Français commençaient juste à sortir de ces périodes très liberticides parce que, bien sûr, dans tous les pays du monde, il y a eu des décisions de prise, des contraintes d'appliquer, mais en France, on a cumulé toutes les contraintes et toutes les interdictions.
Et à peine les gens commençaient, en fait, il faut quand même imaginer qu'il y a des gens qui étaient confinés dans des tout petits appartements dans les villes. On sait que la cohabitation, pour beaucoup, a été très difficile, que les étudiants étaient lâchés. Enfin, il y avait vraiment des situations graves. Et quand on est élu local, on s'en rend bien compte aussi que de remettre une couche. Les gens avaient prévu leurs vacances, commençaient à, à vivre et à respirer, et on parle de passe sanitaire. Alors moi, quand on a parlé de vaccination, commencé à évoquer le vaccin, je me suis dit, bien, tant mieux si on a trouvé une solution, parce que pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles, de les protéger, ça me semblait une bonne chose, mais je ne me suis jamais sentie moi-même en danger et jamais sentie concernée par la vaccination. Et quand ce pass sanitaire est arrivé, ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et pour moi, c'était évident qu'on allait mettre en route une discrimination, une division de la population, et que ça allait engendrer vraiment des violences verbales, des violences de situation qui... Je l'ai compris dès le 12 juillet 2021, lorsque j'ai entendu le président de la République évoquer ces passes sanitaires qui allaient devenir obligatoires à partir de août 2021, et que la population serait triée, et que, en fait, les gens se sont retrouvés dans un stress, les congés étant déjà réservés, les billets d'avion, les billets de train, toutes les compagnies, tout le monde devait repenser sa vie avec des contraintes qu'on faisait peser sur la vie des gens qui ne pouvaient que mener à des incompréhensions, à des colères, à de la violence, à de la discrimination, à de la division du peuple. C'était insupportable. Mais ce passe sanitaire, quelle a été, d'après vous, la raison qu'elle ait été poussée par les gouvernements dans 194 pays? Alors, c'est ce qu'on peut se dire. Souvent, les gens nous disaient oui, mais ça s'est passé partout comme ça, c'est pas qu'en France. Bien sûr, donc ça pouvait nous faire croire que comme c'est partout, c'est la bonne solution. Or, on a appris un peu plus tard quand même qu'il y avait un cahier des charges, une feuille de route qui a été rédigée par un cabinet privé qui était McKinsey, qui a conseillé, qui a été le conseil de la plupart des gouvernements occidentaux, entre guillemets, riches, puisque les autres n'ont pas pu se permettre de rémunérer McKinsey pour les aider dans le cadre de cette crise. Et en fait, tout le monde a appliqué la même façon, mais on comprend pourquoi, puisque tout le monde a appliqué ce que le cabinet McKinsey donnait comme solution. Donc c'est McKinsey qui a décidé? Eh bien, écoutez, on a des hauts fonctionnaires dans tous nos pays qui peuvent conseiller les hommes politiques et les États et les gouvernements. Or, on les a substitués par des cabinets de conseil très très bien rémunérés, qui ont infiltré les services de l'État, qui avaient sans doute infiltré déjà les idées politiques. Je pense que ça ne s'est pas fait en quelques mois. Et voilà, et on a appliqué ce qui avait été conseillé par des cabinets privés qui avaient certainement des intérêts à ce que ça se passe comme ça. Ces intérêts sont intéressants. Moi, j'ai toujours envie de mettre ça en perspective avec l'initiative qui s'appelle ID 2020, ID 2020, comme on dit en anglais, qui date, je crois, de 2013, où les grands groupes numériques comme eBay, Google, Amazon et des gouvernements et des NGO se sont dit il nous faut un système d'identité mondiale, et le plus facile serait d'avoir un système lié au vaccin, parce qu'en fait, dans beaucoup de pays, très peu de gens ont des passeports. Mais dans les mêmes pays, presque tout le monde a un vaccin. Et on a une double problématique, entre guillemets problématique, que beaucoup de gens n'ont pas de carte d'identité ou de passeport, et qu'il faut ça pour les connaître, pour les contrôler, et pour qu'on puisse... donc, évidemment, le discours est que c'est à leur service quand on a une identité. Et ces idées-là, donc, je dis, elles sont relativement anciennes.
Parce que comme le pass vaccinal est de toute façon personnel, comme il doit avoir le nom, le prénom, la date de naissance et ce genre d'informations, pourquoi ne pas en faire un passeport? Moi, je vois personnellement un vrai concept supragouvernemental lié à ça, qui est d'ailleurs écrit dans cette initiative, qui d'ailleurs ne vient pas que des gouvernements. Donc comment vous voyez ça, vous? Alors, je vais vous dire, au moment où on a été évoqué ce pass sanitaire, je n'avais pas connaissance de ce qui se passait au niveau européen puis mondial, de l'OMS et tous ces projets. Je les ai découverts au fur et à mesure. Moi, ma prise de position, elle a été sur le fait que là, on obligeait les gens, même qui n'étaient pas malades, et je me suis rendu compte très vite qu'on jouait sur la peur, l'angoisse. Et en fait, par contre, je connais un peu l'histoire. Et il y a beaucoup de systèmes politiques, hein, on en connaît un commun d'ailleurs, des régimes politiques qui ont travaillé comme ça et qui ont réussi à faire marcher leur peuple sans réfléchir, à diriger par la peur et à faire à leurs citoyens des choses incroyables qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc j'ai retrouvé le même système de façon de diriger angoissante, qui veut punir, surveiller, punir, et il faut absolument adhérer à une façon de penser, sinon c'est... alors on a tout de suite dit le complotisme et les sorcières presque. Vous voyez, il y a des époques où on brûlait les sorcières, il y a des époques... donc ça m'a fait vraiment... Donc, je ne savais pas, je ne connaissais pas ces plans européens ou mondiaux, mais j'ai plutôt regardé en arrière avec des références historiques qui m'ont dit, mais là on est en train de répéter l'histoire et c'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot complotisme? Ah mais c'est galvaudé, ça n'a pas de sens. Qui est complotiste aujourd'hui? On peut se poser la question. Hein, il n'a pas de sens, il est galvaudé. C'est quand on n'a pas d'argument. Quand on n'a pas d'argument, on désigne quelqu'un de... Mais ce n'est pas un argument, ça. Développez vos idées, développez vos arguments, plutôt que de... Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, parce qu'on a un œil critique, alors on... Mais ça n'a pas de sens. Moi, je dirais quand même que c'est une interdiction de penser. Mais ce sont les gens qui ne pensent pas. Quand on a peur de penser que des gens se mettent ensemble pour trouver un propre avantage, qui peut-être a un inconvénient pour les autres. Et ils font ça secrètement. Ouais. Ça se fait tout le temps. Mais oui. Partout, à petite échelle et à grande échelle aussi. Oui, tout à fait. Donc, de ne pas trouver ça, nous, la police, les médias, normalement, sont censés être complotistes tout le temps, si l'on prend. Juste, excusez-moi d'interrompre, mais ça vous a posé des problèmes au niveau de votre vie professionnelle? Oui. Ou est-ce que ça vous a aidé de prendre cette position? Non, alors,